Imaginez-vous flotter au-dessus de votre propre corps, observant les médecins tenter désespérément de vous réanimer, puis être attiré vers un tunnel de lumière où des êtres aimés disparus vous attendent. C'est ce qu'a vécu Maria Sanchez, 42 ans, lors d'un arrêt cardiaque qui a duré 7 minutes et 20 secondes. Je pouvais voir les médecins s'agiter autour de mon corps, j'entendais tout ce qu'ils disaient, même les chiffres sur les moniteurs que je n'aurais pas pu voir depuis ma position, raconte-t-elle, les yeux encore brillants d'émotion 3 ans après l'incident. Les expériences de mort imminente ou EMI fascinent et déconcertent la communauté scientifique depuis des décennies. Ces récits troublants de personnes déclarées cliniquement mortes pendant quelques instants avant d'être ramenées à la vie définent notre compréhension de la conscience et de la mort elle-même. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est la similitude des témoignages à travers les cultures et les Dior, les religions et les époques. L'analyse de l'expert, le Dr Sam Parnia, spécialiste mondialement reconnu des EMI et directeur de recherche en réanimation à l'Université de New York, a documenté plus de 2000 cas sur 20 ans. Ce qui est fascinant, c'est que dans environ 15% des cas, les patients rapportent des informations vérifiables qu'ils n'auraient pas pu connaître autrement, explique-t-il. Un exemple particulièrement troublant est celui de James Thompson, un mécanicien de 54 ans de l'Ohio qui a pu décrire avec une précision stupéfiante les actions spécifiques des médecins pendant sa réanimation, y compris un détail concernant une infirmière qui avait fait tomber un instrument chirurgical que personne n'avait mentionné dans son dossier. En 2023, une étude internationale impliquant 25 hôpitaux dans 9 pays a révélé que près de 20% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque rapportaient une forme de conscience pendant leur période de mort clinique. Plus troublant encore, certains patients ont pu décrire des conversations et des événements qui se sont produits pendant qu'ils étaient officiellement décédés, parfois même dans des pièces éloignées de leur corps. Le cas d'Emily Watson, 37 ans, neurologue à Boston, est particulièrement fascinant car elle a vécu une EMI alors qu'elle-même étudiait ce phénomène. « J'étais la sceptique parfaite avant mon accident », confie-t-elle. Puis je me suis retrouvée à flotter au-dessus de la salle d'opération, observant ma propre chirurgie après un anévrisme cérébral qui a provoqué un arrêt cardiaque de 4 minutes. Ce qui rend son témoignage particulièrement crédible, c'est qu'elle a pu décrire un échange entre 2 chirurgiens concernant une nouvelle technique qu'ils envisageaient d'utiliser, information qui n'était pas dans son dossier médical et qui a été confirmée ultérieurement. Les théories, comment expliquer ces phénomènes qui semblent transcender les limites de notre compréhension actuelle de la conscience? Plusieurs théories s'affrontent dans la communauté scientifique. La première, défendue par des neurologues comme le docteur Kevin Nelson de l'Université du Kentucky, suggère que les EMI seraient le résultat d'une activité cérébrale résiduelle pendant le processus de la mort. Le cerveau privé d'oxygène entre dans un état particulier où certaines régions peuvent rester actives brièvement, créant ces expériences, explique-t-il. Une deuxième théorie propose que la libération massive de DMT, une substance psychédélique naturellement présente dans le corps, pourrait être responsable des visions et sensations rapportées. Le docteur Rick Strassman, psychiatre et chercheur en pharmacologie, a été pionnier dans cette hypothèse après avoir étudié les effets du DMT sur des volontaires et noté des similitudes frappantes avec les récits d'EMI. Une troisième théorie, plus controversée mais soutenue par des chercheurs comme le docteur Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, suggère que la conscience pourrait exister indépendamment du cerveau. Nos recherches indiquent que la conscience ne disparaît pas pendant l'arrêt cardiaque, même lorsque le cerveau ne fonctionne plus, affirme-t-il, après avoir mené une étude sur 344 survivants d'arrêt cardiaque. Le cas de Peter Williams, 62 ans, ancien pilote de ligne britannique, a ébranlé même les plus sceptiques. En 2018, lors d'une opération à cœur ouvert, son activité cérébrale a été constamment surveillée. Pendant 23 minutes, son électroencéphalogramme était plat, indiquant une absence totale d'activité cérébrale. Pourtant, à son réveil, il a pu décrire avec une précision troublante non seulement ce qui se passait dans la salle d'opération, mais également une conversation que sa femme avait eue avec un médecin dans une salle d'attente située 3 étages plus bas. La conversation a été confirmée par les 2 parties et aucune explication conventionnelle n'a pu être fournie. L'analyse de l'expert, le professeur Bruce Gleason, psychiatre à l'Université de Virginie et l'un des pionniers de la recherche sur les EMI depuis plus de 40 ans, souligne un aspect souvent négligé. Ce n'est pas seulement ce que les gens voient ou entendent pendant ces expériences qui est remarquable, mais aussi les transformations profondes et durables qu'ils subissent après. Ces études longitudinales montrent que les personnes ayant vécu une EMI présentent généralement une diminution significative de la peur de la mort, une plus grande appréciation de la vie et souvent un changement radical dans leurs valeurs et priorités. Sophia Chen, 49 ans, cadre supérieur dans une multinationale à Singapour, en est l'exemple parfait.
Avant son émis suite à une noyade en 2015, elle décrit sa vie comme une course effrénée vers le succès matériel. Après avoir expérimenté ce qu'elle décrit comme une immersion dans un amour inconditionnel et une compréhension que tout est interconnecté, elle a radicalement changé sa vie, quittant son poste lucratif pour créer une fondation d'aide aux enfants défavorisés. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité intérieure, explique-t-elle. L'expérience a complètement réorienté ma boussole morale et existentielle. Un aspect particulièrement intriguant des EMI concerne les personnes aveugles de naissance qui rapportent des expériences visuelles pendant ces épisodes. Le Dr Kenneth Ring, psychologue américain, a documenté plusieurs cas où des personnes n'ayant jamais eu d'expérience visuelle ont pu décrire avec précision des scènes et des objets observés pendant leur EMI. Vicky Umipeg, aveugle depuis la naissance due à une rétinopathie du prématuré, a décrit comment, pendant son EMI suite à un accident de voiture en 1993, elle a vu pour la première fois. Je pouvais voir les médecins s'affairer autour de moi, les lumières du plafond, même la couleur des blouses des infirmières, a-t-elle témoigné. C'était ma première expérience de la vision et je n'ai aucun cadre de référence pour l'inventer. Les théories, comment des informations vérifiables peuvent-elles être obtenues pendant une période où le cerveau est supposé inactif? Le docteur Sam Parnia propose une hypothèse. Il est possible que nous ayons mal compris la nature de la conscience et sa relation avec l'activité cérébrale. Ces recherches suggèrent que la conscience pourrait persister pendant plusieurs heures après la mort clinique, même en l'absence d'activité cérébrale détectable par nos instruments actuels. Une étude particulièrement innovante menée en 2022 par une équipe internationale dirigée par le docteur Jimo Borjigin de l'Université du Michigan a détecté des schémas d'activité cérébrale surprenants juste après la mort. Utilisant des techniques de mesure ultrasensibles sur des patients en fin de vie ayant consenti à participer à l'étude, les chercheurs ont observé une augmentation significative de l'activité gamma associée à la conscience de haut niveau et au traitement cognitif dans les moments suivant l'arrêt cardiaque. Ces découvertes suggèrent que le cerveau pourrait entrer dans un état hyperactif pendant les premiers stades de la mort, ce qui pourrait expliquer la clarté et l'intensité des expériences rapportées, explique le docteur Borjigin. Le cas du professeur Eben Alexander, neurochirurgien formé à Harvard, a secoué la communauté médicale en 2008. Atteint d'une méningite bactérienne foudroyante, il est tombé dans un coma profond pendant 7 jours, avec son cortex cérébral complètement inactif selon les examens médicaux. À son réveil, il a décrit une expérience extraordinairement vivide et cohérente qui a complètement transformé sa vision scientifique matérialiste. En tant que neurochirurgien, j'étais convaincu que la conscience était produite par le cerveau, explique-t-il. Mon expérience m'a forcé à reconsidérer cette position car j'ai vécu une conscience élargie et plus vivante que jamais alors que mon cerveau était effectivement hors service. L'analyse de l'expert, le docteur Penny Sartori, chercheuse et infirmière en soins intensifs au Royaume-Uni, a passé 5 ans à documenter systématiquement les EMI dans son unité hospitalière. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la capacité des patients à décrire des procédures médicales techniques qu'ils n'auraient pas pu connaître, explique-t-elle. Dans une expérience particulièrement convaincante, elle a demandé à des patients ayant vécu une EMI et à un groupe témoin de patients réanimés sans EMI de décrire leurs procédures de réanimation. Les patients avec EMI ont fourni des descriptions précises et détaillées, tandis que le groupe témoin a généralement donné des descriptions basées sur ce qu'ils avaient vu à la télévision, souvent truffées d'erreurs. Un phénomène récurrent dans les témoignages d'EMI est la rencontre avec des proches décédés, parfois même avec des personnes que le sujet ne savait pas être mortes. Le cas d'Anthony Sicoria, un neurochirurgien de 56 ans frappé par la foudre en 1994, illustre ce point. Pendant son EMI, il a rencontré sa grand-mère maternelle décédée, mais aussi une jeune femme qu'il n'a pas reconnue. 6 mois plus tard, en visitant une tante éloignée, il a vu une photo de cette même femme et a appris qu'il s'agissait d'une cousine décédée avant sa naissance et dont il n'avait jamais entendu parler. Les théories, la question des EMI chez les enfants apporte une dimension particulièrement intéressante à ce débat. Le docteur Melvin Morse, pédiatre et chercheur, a étudié plus de 100 cas d'enfants ayant vécu des EMI. Les enfants n'ont pas les mêmes filtres culturels et religieux que les adultes, ce qui rend leur témoignage particulièrement précieux, explique-t-il. Pourtant, ils décrivent des expériences remarquablement similaires à celles des adultes, ce qui suggère que ces expériences ne sont pas simplement des constructions culturelles. Le cas de Nathan, un garçon de 6 ans qui a fait un arrêt cardiaque après s'être noyé dans une piscine en 2019, est particulièrement frappant. Après avoir été réanimé, il a décrit avec une précision troublante comment il avait flotté au-dessus de la Seine, observant son père le sortir de l'eau et les premiers secours pratiqués par un voisin.
Plus étonnant encore, il a décrit avoir rencontré son frère jumeau, mort-né 3 ans avant sa propre naissance et dont il n'avait jamais été informé. Il m'a dit qu'il s'appelait Michael et qu'il veillait sur moi, a raconté Nathan. Ses parents, bouleversés, ont confirmé qu'ils avaient effectivement prévu d'appeler Michael le jumeau qui n'avait pas survécu. L'analyse de l'expert, le Dr Jeffrey Long, oncologue et fondateur de la Near Death Experience Research Foundation, a collecté et analysé plus de 4000 témoignages d'EMI à travers le monde. L'une des découvertes les plus significatives de notre base de données est la cohérence des expériences à travers les cultures, les religions et les âges, explique-t-il. Que vous soyez un enfant bouddhiste au Tibet, un athée en Suède ou un chrétien au Brésil, les éléments fondamentaux de l'expérience restent remarquablement similaires. Cette universalité des EMI a été confirmée par une étude comparative menée par le docteur Enrico Facco de l'université de Padoue en Italie, qui a analysé des témoignages d'EMI provenant de 12 pays différents sur 5 continents. Malgré des différences culturelles importantes, les éléments centraux comme la sensation de quitter son corps, le tunnel, la lumière, la rencontre avec des êtres décédés et la révision de vie sont présents dans toutes les cultures étudiées, conclut-il. Une dimension particulièrement troublante des EMI concerne les expériences négatives ou effrayantes, qui représentent environ 15% des cas rapportés. Howard Storm, ancien professeur d'art et athée convaincu, a vécu l'une des EMI négatives les plus célèbres en 1985 lors d'une perforation intestinale pendant un voyage en France. Il décrit avoir été entraîné dans un environnement sombre où des entités malveillantes l'ont tourmenté jusqu'à ce qu'il appelle à l'aide et soit secouru par une présence lumineuse. Cette expérience a transformé sa vie de manière radicale, le conduisant à devenir pasteur après des décennies d'athéisme militant. Les théories. Comment la science moderne peut-elle aborder ces phénomènes qui semblent défier nos paradigmes actuels? Le Dr Dean Radin, chercheur en chef à l'Institute of Noetic Sciences, suggère que nous pourrions avoir besoin d'un nouveau cadre conceptuel. La physique quantique nous a déjà forcés à accepter que la réalité était beaucoup plus étrange que notre intuition classique ne le suggère, explique-t-il. Il est possible que les EMI nous poussent vers une nouvelle révolution scientifique concernant la nature de la conscience. Cette perspective est partagée par le Dr Stuart Ameroff, anesthésiste et professeur à l'Université d'Arizona, qui a développé avec le physicien Sir Roger Penrose la théorie de la réduction objective orchestrée de la conscience. Cette théorie propose que la conscience émerge de processus quantiques se produisant dans les microtubules des neurones. Si la conscience a des propriétés quantiques, elle pourrait théoriquement persister même après que l'activité neuronale classique a cessé, suggère-t-il. Un développement récent particulièrement prometteur est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les témoignages d'EMI. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego a utilisé des algorithmes d'apprentissage profond pour analyser plus de 7000 récits d'EMI collectés sur 3 décennies. L'IA a identifié des modèles et des corrélations que les chercheurs humains avaient manquées, explique la docteure Marjorie Woolacott, neuroscientifique et professeure émérite à l'Université de l'Oregon. Par exemple, elle a détecté des similitudes subtiles mais significatives entre les EMI et certains états de conscience atteints par des méditants avancés. L'analyse de l'expert, le docteur Raymond Moody, qui a inventé le terme « expérience de mort imminente » dans les années 70 et a étudié des milliers de cas, offre une perspective fascinante après 50 ans de recherche. Au début de mes travaux, je pensais que nous aurions résolu ce mystère en quelques décennies, confie-t-il. Aujourd'hui, je réalise que les EMI nous invitent à une exploration beaucoup plus profonde de la conscience humaine, peut-être la frontière scientifique la plus importante du XXIe siècle. Le cas de Pam Reynolds reste l'un des plus documentés et des plus difficiles à expliquer par les théories conventionnelles. En 1991, cette musicienne professionnelle a subi une intervention chirurgicale pour un anévrisme cérébral géant. Pour l'opération, elle a été placée en hypothermie induite, son cœur a été arrêté et tout le sang a été drainé de son cerveau. Des capteurs confirmaient l'absence totale d'activité cérébrale. Pourtant, Reynolds a pu décrire avec une précision remarquable des détails spécifiques de la procédure, y compris des conversations entre les chirurgiens et les instruments utilisés, qu'elle n'aurait pas pu connaître même si elle avait été consciente. Alors que nous continuons à explorer ces frontières de la conscience, une question fondamentale demeure. Les expériences de mort imminente sont-elles un aperçu d'un au-delà, une création du cerveau mourant, ou peut-être quelque chose que notre science actuelle n'est pas encore équipée pour comprendre pleinement? Comme le dit si bien le docteur Parnia, que ces expériences soient la preuve d'une vie après la mort ou simplement les derniers feux d'artifice d'un cerveau mourant, elles nous révèlent quelque chose de profond sur la nature de la conscience humaine et méritent d'être étudiées avec la plus grande rigueur scientifique.
Ce qui est certain, c'est que pour ceux qui les ont vécues, ces expériences sont indéniablement réelles et transformatrices. Maria Sanchez, que nous avons rencontrée au début de cette histoire, résume peut-être le mieux ce sentiment. Je ne peux pas prouver scientifiquement ce que j'ai vécu, mais je sais que cela a changé ma vie pour toujours. Et si ces expériences nous enseignent une chose, c'est peut-être que la frontière entre la vie et la mort est bien plus complexe et nuancée que nous ne l'avions imaginé. Alors que la science continue d'avancer, serons-nous un jour capables de percer complètement le mystère des expériences de mort imminente? Ou certaines questions resteront-elles toujours au-delà de notre compréhension, nous rappelant les limites de notre connaissance face à l'immensité des mystères de la conscience?